Fin du forum Investir en Côte d'Ivoire, 443 milliards de francs CFA d'intention d'investissement enregistrés, taux de satisfaction 84%. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un comité de suivi des engagements pris par les investisseurs. Les dockers veulent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont décidé de s'organiser. La synthèse de leur assemblée générale dans votre édition. La coopération des universités du Sud porte des fruits. 30 nouveaux docteurs de l'UFR des sciences économiques et de gestion viennent de soutenir leur thèse de doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny devant des jurys mixtes des universités du Nord et du Sud. Bienvenue à tous dans le 13h, justement, la coopération des universités du Sud. Quelle efficacité est le thème de votre Dimanche Magazine de ce jour? Un invité, le professeur Abdoulaye Ouattara, doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonjour professeur. Bonjour madame. Qu'entendez-vous par université du Nord, université du Sud? Alors l'université du Sud, déjà, ce sont les universités qui sont mises en réseau entre elles pour travailler ensemble dans l'intérêt respectif de leur pays et pour former des ressources de valeur. Merci professeur. Merci. Et restez avec nous dans une trentaine de minutes. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il est temps maintenant pour nous de feuilleter quelques pages de l'actualité nationale. Commençons par cette conférence bilan du Forum Investir en Côte d'Ivoire qui a pris fin hier. Les participants sont unanimes sur la qualité de l'organisation. ICI 2014 a enregistré 443 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. Information essentielle de la conférence de presse animée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Noël Niagno. Échanger avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Ils sont 400 présents à Abidjan dans le cadre de l'événement ICI 2014. Dernier acte de Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget. À la clôture, d'entre-deux-jeux, il a souligné sa satisfaction pour les acquis. 443 milliards d'intentions d'investissement repartis entre 280 milliards de projets privés et 163 sous forme de partenariat public-privé. Nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Il faut faire en sorte que ces intentions se traduisent en réalité et qu'il y ait des signatures et surtout des entreprises qui se mettent dans un délai d'1 an, 2 ans au maximum pour qu'il y ait des emplois, notamment en faveur des jeunes. C'est ça qui est essentiel et nous allons travailler donc dans ce sens. Donc dans un premier temps, effectivement, nous sommes satisfaits donc de ces chiffres. Il faut aller maintenant transformer l'essai. Cela devient donc une réalité sur le terrain. Autre fait, le niveau de participation. 3733 participants avec 1280 venus de l'extérieur. Conclusion, la Côte d'Ivoire a véritablement renoué avec la communauté internationale. Pour la gestion de tous ces acquis, le Premier ministre promet mettre en place un dispositif conséquent. Le comité de suivi va nous permettre de voir si les engagements qui ont été pris sont donc tenus. Les intentions donc d'investissement. Et c'est pourquoi le comité de suivi est important en liaison avec le CPC pour que ça devienne une réalité concrète, ces intentions. ICI 2014, c'est désormais du passé. Vive ICI 2016, avec en 2015 le SARA, le salon consacré à l'agriculture. Et puis le 22e sommet de l'Union africaine a également pris fin. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères représentait le président de la République Alassane Ouattara à cette rencontre. Une conférence des donateurs s'est ouverte samedi à Addis Abeba en Éthiopie à l'initiative de l'Union africaine au lendemain de la clôture de ce sommet de l'organisation panafricaine pour lever plus de 409 millions de dollars en faveur de la République centrafricaine. Awa Touré, notre envoyé spécial à Addis Abeba. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs des délégations, au nombre desquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, ont planché sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à l'agenda 2063, la feuille de route de l'Union africaine pour les 50 ans à venir, la situation sécuritaire sur le continent, mais aussi et surtout sur les crises au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Des conflits qui continuent de faire de nombreuses victimes, malgré la signature d'un accord le 23 janvier dernier entre les partis au Sud-Soudan et l'élection de Mme Samba Panza
en qualité de présidente de la transition en Centrafrique. Prenant la parole à l'issue des débats, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui participe pour la première fois au sommet de l'Union africaine en qualité de président du Mali, a indiqué que quand il s'agit de sauver des populations, il ne faut pas tergiverser. La réaction doit être rapide et appropriée, comme celle qui a permis de sauver son pays, le Mali. Il a salué tous les acteurs du processus de paix et exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à travers lui à tous les dirigeants et les peuples de la CEDEAO. Au cours de la conférence de presse de fin de sommet, le président de l'Union africaine, accompagné de la présidente de la Commission, a apporté des éclairages sur les décisions de la rencontre, notamment sur la question de la force africaine d'intervention rapide. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux États volontaristes qui ont décidé de s'engager dans cette voie pour la mise en place de cette force africaine qui est ouverte d'ailleurs à tous les États. Il s'agit pratiquement d'une dizaine d'États qui ont pris l'engagement de disponibiliser des forces pour permettre des interventions sur des sites en Afrique après décision prise par le Conseil paix et sécurité de l'Afrique. Donc ça reste toujours dans le cadre de l'Union, mais pour le moment, ce n'est pas la force africaine d'attente qui était prévue. C'est un engagement pris par certains États pour parer au plus pressé. Le prochain sommet de l'Union africaine est prévu pour se tenir en juin 2014. À cette occasion, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire vont faire l'objet de débats approfondis. Ici en Côte d'Ivoire, le chômage des jeunes préoccupe l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Première réflexion engagée pour apporter des solutions à cette situation. La conférence débat organisée sur le thème « La problématique de l'adéquation formation-emploi face au chômage des jeunes ». Le point avec Serge Koulia. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, place l'année 2014 sous le signe de la réflexion autour de la question du chômage des jeunes. Quel système éducatif mettre en place pour soutenir la nouvelle stratégie de développement de la Côte d'Ivoire? La première conférence, débat sur la question, a été animée par le professeur Diopo Coré-Jacques, membre de l'ASCAD. Cet éminent professeur a développé le thème « La problématique de l'adéquation formation-emploi face au chômage des jeunes ». On ne peut pas dire que c'est parce que les formations sont inadaptées, c'est parce qu'il y a trop de diplômés qui ne trouvent pas à s'insérer. Il faut créer des structures économiques, des industries, des entreprises qui peuvent donc créer des emplois pour embaucher ceux qu'on forme. Et c'est dans la synergie entre ceux qui créent des industries et ceux qui forment, c'est la synergie qu'ils mettent ensemble qui doit permettre de savoir ce qu'on veut, qui on veut former. L'ASCAD entend se pencher régulièrement sur la question de la formation et de l'emploi. Des propositions seront faites aux autorités compétentes afin de réduire le nombre des chômeurs en Côte d'Ivoire, estimé à 6 millions de personnes et qui va grandissant. Et en attendant ces propositions, 300 jeunes viennent d'être formés au métier du coffrage métallique. Ces jeunes formés par une entreprise de construction israélienne seront utilisés par l'entreprise pour la réalisation de ces projets de construction immobilière. Reportage Emmanuel Niamien. Ces jeunes, 300 au total, constituent l'échantillon des 5000 jeunes qui ont été formés au métier du coffrage métallique. Ils peuvent, à partir de cette formation, gérer un chantier de construction immobilière. La technique est novatrice. Elle vient d'Israël et met fin à l'utilisation des briques dans la construction d'une maison. Nous n'utilisons pas d'agglo. Tout est fait en béton armé. Nous avons un coffrage à l'intérieur duquel nous coulons nos bétons. Avant même de couler le béton, tout est prévu, à savoir l'électricité et la plomberie, ainsi que les secondes œuvres, à savoir les splits. C'est comme un puzzle au fait, les plaques métalliques. Il suffit de connaître les principes de base de construction et puis le montage des plaques est relativement facile. Cette villa est la maison témoin construite à partir de cette technique.
L'opérateur, qui a un projet de promotion immobilière, entend la vulgariser afin de permettre aux Ivoiriens de se familiariser avec cette innovation qui présente, selon lui, de nombreux avantages. Outre la promotion de cette technique, les initiateurs entendent aussi contribuer à résoudre l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas arriver à construire nos logements sans main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, nous ne pouvons pas la prendre d'Israël à ici. Nous la prenons ici et en même temps, nous faisons une pierre deux coups. On donne de l'emploi à nos frères ivoiriens et on construit des logements hors pair. Notre objectif, c'est cela, que demain, ils puissent être entrepreneurs eux-mêmes, avoir leurs entreprises et produire encore. Donner ce savoir-là à d'autres personnes. Avec la technique du coffrage métallique selon les experts, l'on peut construire un immeuble de 3 étages en 45 jours. L'actualité oblige, retour sur le forum ICI 2014. Au total, 3700 personnes venues de 103 pays ont pris part au forum ICI 2014 sous le thème « Le secteur privé, levier d'une intégration régionale réussie, moteur de croissance pour la Côte d'Ivoire ». Faisons le point sur la participation des entreprises ivoiriennes avec Mamadou Kouassi. Elles étaient nombreuses, les entreprises ivoiriennes, à participer au Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014. Plus de 50% des entreprises participantes sont issues du patronat ivoirien. À travers leur participation à cette rencontre, le secteur privé ivoirien veut présenter ses potentialités et aussi nouer des partenariats pour le renforcement de leurs activités. La Côte d'Ivoire non seulement offre un environnement favorable à l'investissement, mais surtout pour donner un signal à l'international pour dire que il existe des entrepreneurs ivoiriens crédibles, compétents, capables donc d'aller dans un partenariat avec donc des sociétés étrangères. Contribuer à faire connaître le potentiel d'investissement dans le domaine des technologies d'information et de communication au niveau de la Côte d'Ivoire, de montrer notre potentiel aux différents bailleurs de fonds et fournisseurs et investisseurs pour éventuellement bénéficier de leur financement dans le cadre de certains projets transversaux que nous avons au sein de l'administration. Ceux qui viennent et qui veulent investir dans l'agro-industrie, ils ont besoin de s'assurer qu'ils vont avoir des produits de qualité pour pouvoir alimenter les chaînes de production qu'ils vont mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est d'être aux côtés des paysans et même aux côtés aussi de ces industriels-là. Le secteur vivrier est moteur de développement. Il y a tous les produits, mais le vivrier, parce qu'il faut manger. C'est pourquoi nous, on demande aux bailleurs qui sont venus toutes les conventions qu'ils ont pu tenir avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui placent leur confiance vraiment pour les accompagner. Une rencontre jugée satisfaisante pour l'ensemble des participants. On a des entreprises, des structures qui sont venues de l'étranger, de la Tunisie, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, qui sont passées ici, qui ont eu à discuter avec la direction générale sur peut-être les termes d'échange, les termes de partenariat futur. Donc je crois que c'est une très bonne chose que nous soyons là. Écoutez, satisfait et peu dire. Je suis extrêmement impressionné par d'abord la qualité des participants, une mobilisation extraordinaire, la qualité également des participants. Nos objectifs sont déjà atteints, non seulement du fait de notre participation, mais surtout de notre organisation. Nous confirmons que nous sommes un des plus grands exportateurs de produits manufacturés en Côte d'Ivoire, puisque nous exportons même jusqu'au Mozambique. On a eu des pistes de développement avec des opérateurs locaux qu'on juge important à développer et à exploiter. Les 4 jours du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 ont été meublés de conférences, de rencontres B2B et de panels sur l'économie à travers l'accès au financement. Il faut rappeler que ce sont plus de 3000 investisseurs de divers secteurs d'activité issus de 103 pays qui ont pris part à ce forum. Les dockers veulent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont décidé de s'organiser à leur tenue d'une assemblée générale élective pour engager de véritables négociations avec le patronat du port autonome d'Abidjan. La synthèse de leur assemblée générale dans un reportage de Serge Gongomé commenté par Honorine Aingori. Ces travailleurs sont appelés communément les dockers. Leur rôle, charger et décharger les marchandises des bateaux, des camions et autres engins intervenant au port autonome d'Abidjan. Un travail qu'ils jugent pénible, risqué et mal rémunéré. Pour vraiment soulever les sacs, on n'a pas de protection. On n'a pas de gants ni de protection. On soulève les sacs à la main nue, dans l'engrais, dans le sucre, dans le riz. Un docker peut venir aujourd'hui, ne pas travailler. Il faut qu'il retourne pour revenir demain. Et si il n'y a pas quelque chose
pour qu'on lui donne, pour faire régulièrement le transport, c'est difficile. Aujourd'hui, bon, vraiment, nos soucis, c'est ça, le docker n'a qu'à avoir au moins un statut, où il peut avoir au moins quelque chose à la fin, un petit truc pour pouvoir payer son local et sa petite famille. Une assemblée générale, donc ce samedi, du CNDD, le collectif national des dockers et dockers transit, pour la défense de leurs droits, en vue de relancer les négociations auprès des employeurs. Elle a permis la réélection de Guéhi Ade-Ika Triké, secrétaire général de ce syndicat. C'est une joie pour moi d'avoir été élu par mes camarades. Le SMIC a déjà été revalorisé. On n'a pas encore commencé les négociations avec le patronat. Nous espérons que d'ici peu cela va se faire. Nous espérons négocier au plus fort de sorte que nos camarades soient plus à l'aise. Le CNDD bénéficie du soutien de l'ITF International Transport Federation et de l'ONG OIBSH, dirigée par le Dr Sako Mamadou, parrain de cette assemblée générale. Le collectif national des dockers et dockers transit pour la défense de leurs droits existe depuis le 17 juillet 2007 et revendique plus de 4000 membres. Cette cérémonie d'investiture du maire de Gagnoa, Medji Bamba, a décidé de prôner le vivre ensemble et c'était en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Honorine Ngori, une fois encore, sollicitée. Ça y est, Medji Bamba, élu à la tête du conseil municipal de Gagnoa, vient d'être investi officiellement dans ses fonctions de maire. Il place son mandat sous le signe du vivre ensemble, car convaincu que toute œuvre de développement se construit dans l'union. Dans la dynamique, il a fait de la marraine de la cérémonie la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, son modèle. En faisant appel à la grande chancelière, nous avons fait le choix de la fraternité, le choix du rassemblement des filles et des fils de Gagnoa autour d'un bien commun qui est Gagnoa. Invités à cette cérémonie, les opérateurs économiques de la cité promettent apporter leur contribution à l'équipe de Medji Bamba. Le maire, on va l'aider, on va faire tout avec M. le maire pour que le travail réussisse. Tout comme eux, les chefs traditionnels de Gagnoa donnent l'assurance de soutenir le maire. En tant que détenteurs de la tradition, nous nous engageons pour la paix et ferons tout pour sauvegarder Gagnoa de toutes sortes de malheurs et de calamités. À ces soutiens s'ajoute celui de la ministre Anne Ouleto, de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. C'est pas à Gagnoa ici on va apprendre aux gens à vivre ensemble. Gagnoa même s'appelle vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter le peuple de Gagnoa pour son ouverture. Pour la grande chancelière de l'ordre national, marraine de la cérémonie, les populations de Gagnoa ont besoin d'être rassemblées pour travailler ensemble. Nous insistons sur la nécessité de retrouver entre fils et filles de Gagnoa la cohésion qui aidera les aînés à doter la région d'infrastructures qui permettront aux jeunes d'aujourd'hui de mieux se former à partir d'ici. Une mairie, c'est une institution décentralisée qui, dans ses prérogatives comme dans ses actions, se préoccupe des besoins et du mieux-être des populations. L'ONG Aidons-les, spécialisée dans le traitement et la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, est en campagne. Une campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour expliquer aux élèves ce à quoi ils sont exposés s'ils fument ou s'ils se droguent. Déborah Olapade et Franck Quadio. La consommation du tabac et de l'alcool à l'école, une réalité qui préoccupe l'ONG Aidons-les. Sa mission, sensibiliser et prendre en charge les traitements de personnes victimes de l'excès de tabac, de l'alcool et de la drogue. Depuis le 31 janvier, une campagne de sensibilisation est donc lancée sur l'impact de ces fléaux en milieu scolaire. Première école visitée, les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo. L'ONG Aidons-les, en venant dans notre établissement, vient à point nommé, puisque notre milieu regroupe des jeunes élèves qui, j'en suis sûr, s'adonnent pour quelques-uns à ces pratiques qui sont néfastes et pour la santé du corps comme pour la santé de l'esprit. Particularité de cette ONG, le recours à la médecine traditionnelle. On va leur donner aussi les remèdes
pour que ceux qui sont déjà dedans, qui ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de là, nous sommes prêts aussi à les aider. Et puis, de 0 à 15 ans, ça c'est gratuit. On leur fait le traitement gratuit. Donc les parents, ils prennent leurs enfants, ils viennent nous voir et puis on va les aider. Un exposé sur les vertus des plantes traditionnelles est alors organisé et les élèves, conscients du danger, sensibilisent à leur tour leurs amis. Je veux dire à mes amis qui fument et qui boivent de ne plus faire cela, d'arrêter de suivre les traces de l'ONG quand ils essaient de nous mettre sur le bon chemin. Lancée dans un premier temps en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation s'étendra bientôt à d'autres secteurs d'activité. Un ouf de soulagement pour le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le Rotary Club Abidjan-Doyen vient de leur faire un don de 500 gilets de sauvetage. Emma Niamien pour plus de détails. 500 gilets de sauvetage d'une valeur de 30 millions de francs CFA offerts au groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Agamé-Indénié. Le don est du Rotary Club Abidjan-Doyen. À travers ce geste, ce club service entend soutenir cette structure qui de nuit comme de jour est prête à voler au secours des populations en détresse. Leur présence à nos côtés nous rassure. Et je crois que nous avons souhaité donner un message fort, un exemple à tous ceux qui peuvent emboîter le pas, qui puissent aider ces organismes-là. Le commandant en second du groupement des sapeurs-pompiers militaires Koné Naklan se réjouit du don. Il souligne qu'il vient renforcer les équipements existants. Ça nous permettra de sauver beaucoup plus de vies humaines sur les plans d'eau en cas d'accident. Nous le répartirons équitablement sur tous nos sites parce que partout où nous sommes implantés, nous avons des plans d'eau. Une démonstration de sauvetage dans la piscine du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié a permis à l'assistant de se rendre compte de l'importance de cet équipement. Le centre de pédiatrie du CHR de Daloa a bénéficié du soutien du maire de la ville. Le premier responsable de la cité des Antilopes a offert des cadeaux aux enfants malades qui y sont internés. À travers ce geste, un appel à la solidarité à l'endroit de ces enfants et à l'aide au CHR de Daloa est lancé. Eugène Atoubé. Le temps d'une visite, les enfants du centre de pédiatrie du CHR de Daloa ont vécu un moment de bonheur. Le maire de cette localité, Samba Koulibaly, et le conseil municipal leur ont distribué des présents. Un geste de compassion aux souffrances de ces enfants et aussi l'expression d'un soutien et de la solidarité du conseil municipal de Daloa aux enfants internés au centre de pédiatrie du CHR de cette localité. Nous avons besoin de venir semer la graine de l'espoir auprès de cette population, notamment auprès de nos enfants qui sont malades, surtout les jeunes, les tout petits. Je pense que c'est un geste d'amour. Ce que nous souhaitons, c'est que 2014 soit une année pleine de réussite, de succès, et puis également une année d'espoir pour nos enfants, également pour nos médecins, à qui le président a promis de donner beaucoup de moyens pour leur permettre de travailler comme il faut. Je profite de l'occasion pour dire merci. Merci au chef de l'État qui a décidé de dédier l'année 2014 à tout ce qui est social. Je pense que les moyens vont certainement suivre pour permettre à la Côte d'Ivoire de devenir vraiment ce pays émergent que nous attendons tous. Nombreux parmi les enfants admis en pédiatrie au CHR de Daloa ont bénéficié de la générosité du maire de Daloa. Comme eux, plusieurs centaines d'enfants orphelins, handicapés et nécessités ont été comblés de cadeaux par l'équipe municipale. Le maire Samba Koulibaly a appelé la communauté à faire parler son cœur en invitant chacun de ses concitoyens à développer les valeurs de partage et d'amour. Et nous sommes dimanche aujourd'hui, nous allons parler religion. L'église messianique de Côte d'Ivoire a été créée il y a 50 ans. Les festivités de ce cinquantenaire donnent l'occasion aux fidèles de cette église de prier pour la paix en Côte d'Ivoire afin que Dieu comble tout le monde de grâce. Hugues Aveblé. Une procession dans les rues de Koumassi-Remblai a précédé le culte d'action de grâce dans cette commune. Sous la conduite du président et du chef suprême de l'église messianique de Côte d'Ivoire, son éminence Akmel Lasma Etienne, les fidèles se sont retrouvés pour un rassemblement marqué par des chants et des prières. À la faveur de la tournée de sensibilisation et d'évangélisation relative au cinquantenaire de leur église, les fidèles de la paroisse de Koumassi-Remblai ont loué et rendu gloire à Dieu pour tous les bienfaits dont il comble la Côte d'Ivoire. Ils ont prié Dieu Tout-Puissant et Josué, l'Esprit consolateur,
afin qu'ils détruisent toutes les forteresses de la division et celles du mal qui bloquent la bénédiction du peuple de Dieu et des Ivoiriens notamment. La Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée entre ses fils. C'est la raison pour laquelle nous, messianiques de Côte d'Ivoire, nous prônons la réconciliation. L'Église messianique est née de la révélation faite en 1964 à Josué, l'Esprit consolateur. Cette communauté chrétienne cinquantenaire aujourd'hui revendique 100 000 fidèles en Côte d'Ivoire. Les nouveau-nés des maternités du CHR et du quartier Djoulabougou de Boisflé viennent de recevoir des dons. C'est une initiative de l'Association des épouses des enseignants du secondaire de Boisflé dans le cadre de leurs activités. Thérèse Tapeyoboué. Les dons offerts aux nouveau-nés des maternités du CHR et du quartier Djoulabougou de Boisflé sont composés de savons, de lingerie, de bassines, ainsi que de plusieurs autres matériels de toilette pour bébés. L'Association des épouses des enseignants du secondaire est l'initiatrice de ces dons. Dia Catherine, présidente de l'association, a indiqué que cette action est motivée par la situation souvent déplorable de certaines parturientes incapables de se procurer les kits nécessaires pour les premiers soins du nouveau-né. Elle a profité de cette occasion pour féliciter les sages-femmes de Boisflé qui posent souvent des actes sociaux en faveur de ces mères démunies. Le surveillant général du CHR de Boisflé a exprimé sa gratitude aux donatrices et énuméré quelques difficultés que rencontre la maternité de l'hôpital. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de lits au nombre de 12 pour toute la région de la Maraoué. Il a aussi évoqué la vétusté du bâtiment de la maternité du CHR. Au menu des activités de l'Association des épouses des enseignants du secondaire de Boisflé, un match de football disputé avec les épouses d'une société de brasserie, un défilé et une conférence sur le thème de la ménopause. Créée en mars 2008, l'Association des épouses des enseignants du secondaire vise à renforcer la cohésion sociale entre les enseignants du secondaire pour une école ivoirienne harmonieuse. Elle fait également la promotion de la jeune féminine par la formation à une autonomisation financière et intellectuelle. Plusieurs élèves et étudiants de la région du Poro viennent de recevoir des kits. Parrain de la manifestation, Tiemoko Yadé, président du conseil régional de Korogo, il a exhorté les élèves et étudiants à l'excellence prônée par le président Alassane Ouattara. Thérèse Tapeyoboué. L'association départementale des élèves et étudiants de Sinématiali ne veut pas rester en marge de l'excellence tant prônée par le gouvernement. C'est pourquoi elle a célébré les bacheliers du département au cours d'une cérémonie en présence de Koulibaly Tiemoko Yadé, président du conseil régional du Poro, parrain de la cérémonie, du maire de la commune, des chefs traditionnels et de plusieurs cadres de la région. Au total, une centaine de bacheliers de 2010, 2011, 2013, ressortissants du département, ont reçu des kits scolaires d'une valeur de plus de 3 millions de francs. Le président de la dite association, Koulibaly Soro, a exprimé sa gratitude au parrain de la cérémonie pour sa sollicitude et sa spontanéité. Autrefois AGS, l'association aujourd'hui ADS, doit son existence à Koulibaly Yadé et Laurent Donafologo. C'est pourquoi il a tenu à rendre hommage à chacun d'eux. Le maire de la commune a félicité l'association pour l'initiative de cette cérémonie qu'il juge utile afin d'encourager les jeunes au travail. Le parrain de la cérémonie a exhorté les élèves et étudiants au sérieux dans le travail afin de devenir des puissants agents de développement de leur région. La représentante des étudiants a exprimé toute sa gratitude aux initiateurs et aux parrains et promis de mériter la confiance des cadres de la région. La coopération universitaire n'est plus verticale, pays du Nord vers pays du Sud. Elle est devenue horizontale, pays du Sud vers pays du Sud, dans le cadre de la mondialisation. C'est dans ce nouveau contexte que baignent la plupart des pays africains, dont la Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny, plus précisément l'UFR des sciences économiques et de gestion, vient d'en donner une preuve éclatante avec les soutenances groupées de 30 thèses qui se sont déroulées récemment. Qu'est-ce qui justifie ces soutenances groupées? La coopération des universités du Sud est-elle efficace?
Et nous avons annoncé tout à l'heure les couleurs dans votre Dimanche Magazine. Nous sommes avec le professeur Ablé Ouattara, doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Professeur, du 20 au 25 janvier dernier, pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'université de Cocody a organisé des soutenances groupées, 30 soutenances au total. Quelle en est l'explication? Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Avant de répondre à votre question, mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit des autorités politiques, administratives, académiques, qui ont fait un effort en mettant à notre disposition l'université Flamand Neuf. Nous exprimons ici notre profonde reconnaissance à l'endroit de madame Kabagnale, qui nous appuyait financièrement. Sans cet appui, les soutenances groupées ne devraient pas pouvoir être réalisées. Professeur, quelle explication donnez-vous aux soutenances groupées? Bien, les explications, d'abord, il faut noter que dans les universités, dans les facultés des sciences économiques et de gestion des universités au sud du Sahara, l'accent est mis sur l'implication des pairs des autres pays de la sous-région dans la réalisation de ces soutenances-là. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a eu la soutenance groupée. Nous avons nos collègues des autres pays membres, comme le Burkina, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, j'en passe. Et ça également, cette présence-là montre la vitalité de notre université à ce niveau-là. Professeur, justement, nous allons marquer une courte pause pour suivre ces soutenances groupées maintenant en images. C'était en présence de professeurs émérites de 13 universités étrangères, nous dit Patrice Kouakou et Serge Kolia. 30 nouveaux docteurs célébrés à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Tous issus de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion, ils ont été distingués à travers des soutenances groupées avec la participation du jury mixte des universités du Nord et du Sud. Sur les 30 nouveaux docteurs, 4, dont 3 dames et 1 homme, ont obtenu la mention très honorable. Je suis passé parmi les récipiendaires de ces temps-ci comme docteur. Et je suis heureux, n'est-ce pas, d'être parmi donc, ces élites du pays. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers tout l'encadrement de la faculté des sciences économiques. Le porte-parole des nouveaux docteurs remercie les autorités et leurs formateurs pour les enseignements délivrés en faveur de l'élite africaine. Les résultats viennent après et surtout les récompenses, qui peuvent être financières, mais qui peuvent être de différentes natures. Mais d'encourager leurs enfants qui veulent faire leur doctorat. L'obtention de ce grade traduit leur aptitude à dispenser le savoir. Marraine de cet événement, le ministre en charge de l'économie, Nialé Kaba, demande aux 30 récipiendaires de cultiver l'humilité et le courage. Professeur, nous venons de le voir. Quel sens donnez-vous à cette coopération des universités du Nord et du Sud pour cette évaluation exceptionnelle de 30 nouveaux docteurs? Bien, je pense qu'il faut tenir compte aussi que cela a entraîné un coût, à savoir toutes ces personnes émérites qui sont arrivées. Ça a nécessité des billets d'avion, l'hébergement et les per diem. On peut avoir une idée du coût? Le coût, en gros, tournait autour de 20 millions de francs CFA. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et cela nous a permis de réaliser ces coûts-là. Et cela permet également à ce groupement de faire des économies d'échelle. Parce que s'il fallait faire venir individuellement les collègues pour chaque thèse à soutenir, vous voyez que c'est très difficile pour nous de réaliser nos objectifs. Au plan symbolique, que représente la remise d'attestation à laquelle nous avons assisté tout à l'heure? Alors, au plan symbolique, la remise des attestations aux nouveaux promus traduit
la célébration de l'excellence. C'est le fait que, les professeurs émérites soient présents. Ils vont siéger tôt ou tard, ils siègent déjà, dans les différents concours d'agrégation du CTS Extra. Leurs observations peuvent être prises par les impétrants et les intégrer. Une préoccupation, hein. Peut-on raisonnablement vous soupçonner d'avoir autorisé des soutenances à la va-vite pour ça? Alors, nous pensons que non. Permettez-moi de rappeler un peu la procédure de soutenance de thèse. Alors, l'impétrant est suivi par son directeur de thèse tout au long de la rédaction de sa thèse. Une fois la thèse terminée, il a l'aval de son directeur de thèse et la thèse est déposée à l'école doctorale. L'école doctorale identifie 3 évaluateurs externes et un évaluateur interne. Ces évaluateurs font des observations et l'école doctorale transmet à l'impétrant qui prend en compte ces observations et, une fois ces observations faites, les thèses s'en vont encore chez les évaluateurs. Et ces évaluateurs donnent leur OK. C'est à ce moment précis que les soutenances sont programmées. L'UFR des sciences économiques et de gestion a respecté ces procédures-là, mais compte tenu... Et la procédure a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois, d'accord. 3 mois. Et compte tenu du calendrier, du fait qu'il y avait le concours d'agrégation à Brazzaville, ces soutenances n'ont pas pu avoir lieu en novembre, ce qui a fait que nous les avons fait au mois de janvier. En quoi est-ce avantageux de procéder à des soutenances groupées? Oui, c'est plus avantageux, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. Dans notre jargon économique, on le dit, on réalise des économies d'échelle. Et ensuite, ça permet en peu de temps de réunir les professeurs émérites en un seul lieu et de faire ces soutenances groupées et de permettre aussi aux étudiants d'assurer aussi la crédibilité de leur thèse. Ce sont des éléments importants qui comptent. Est-ce régulier ou est-ce parce que des soutenances ont été retardées? Bon, je pense que ce qu'on peut dire, la tendance actuelle, c'est des soutenances groupées dans les universités africaines. Et cela s'est fait de manière régulière pour permettre à nos étudiants d'avoir une expérience, d'être évalués avec objectivité. Donc vous allez continuer sur cette lancée alors? Je crois, madame, nous allons continuer dans cette lancée. Pour le fait que, pour les transsoutenances, vous êtes sans ignorer que la crise post-électorale, avec la fermeture de l'université Félix Houphouët-Boigny, de nos universités, alors ces soutenances n'ont pas pu avoir lieu à temps réel. Ensuite, il faut tenir compte aussi des observations des évaluateurs qui devraient être intégrés. C'est ce qui a tardé un peu les soutenances. Les universités en Côte d'Ivoire sont-elles performantes aujourd'hui? Bien, il serait trop tôt de parler de performance de nos universités ivoiriennes. Pourquoi trop tôt? Parce que ces universités ont amorcé le départ nouveau il y a à peine 1 an. Ensuite, il y a l'application du système LMD qui est à la fin de sa première phase. Donc, il faut laisser le temps au temps pour apporter un jugement de valeur. Néanmoins, vu les efforts consentis pour finaliser les examens et d'évaluer, nous pouvons sans nous tromper que nous sommes en bonne voie d'une université d'excellence. Quel type de coopération les universités du Sud et du reste du monde vont-elles engager avec la Côte d'Ivoire? Surtout que vous êtes en bonne voie. Bon, nous sommes en bonne voie, ce qui montre, comme j'ai dit, de la vitalité de l'université Félix Houphouët-Boigny, puisque parvenir à mobiliser plus de 13 universités, et cela veut dire aussi que les universités du Sud sont en réseau, c'est-à-dire que la communication, l'échange des travaux, l'échange des enseignants, la mutualisation de nos ressources également signifie que cela est nécessaire. Ensuite, vous avez des accords existants avec le programme
le nouveau programme de 3e cycle interuniversitaire. Vous avez le PhD collaboratif qui se fait avec le Nigeria, avec le Kenya, avec le Cameroun. Vous voyez que la qualité des ressources est bonne pour un décollage économique, pour une émergence de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça nous emmène à savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui à l'UFR des sciences économiques et de gestion. Bon. Faisons une comparaison entre avant et la période actuelle. Je crois que ce qui a changé déjà, c'est le cadre de travail. Ouais. Nous avons une université flambant neuf qui n'a rien à envier aux autres universités. Le comportement même des acteurs, c'est-à-dire les étudiants, respectent leurs maîtres et l'ordre est établi. Ensuite, vous avez également, au niveau de l'UFR, des sciences économiques et de gestion, des offres de formation d'excellence. Nous avons, par exemple, 13 filières professionnalisées dans tous les domaines en tant que telles. Je dirais, par exemple, le master de contrôle de gestion, le master d'économie du travail et des ressources humaines, le master d'économie et gestion des activités immobilières, j'en passe. Ensuite, vous avez aussi le programme de gestion de la politique économique, où cela permet le renforcement des différents fonctionnaires de la sous-région. Ils viennent sur leur formation ici. Ensuite, il faut ajouter aussi l'institutionnalisation de la préparation du concours d'agrégation. Nous l'avons fait il y a là. Je vous donne quelques chiffres, si vous me permettez. Depuis 2003, le major au concours d'agrégation qui a eu lieu au Burkina était ivoirien, venait de notre UFR. 2005, le concours d'agrégation a eu lieu au Tchad. Le major était un Ivoirien. 2007, nous n'avons pas eu de candidat. 2009, au Bénin, à Cotonou, le major est sorti de l'université Félix Houphouët-Boigny. 2011, ça s'est passé en Côte d'Ivoire à l'INSEA. Il y a eu 2 majors ex aequo qui sont sortis de l'université Félix Houphouët-Boigny, de l'UFR des sciences économiques. En 2013, à Brazzaville, nous sommes venus avec 5 agrégés sur 7, alors que les candidats étaient 42. Il y a eu à l'arrivée 15 admis pour 19 pays, dont la Côte d'Ivoire a eu la moisson bonne avec 5 professeurs agrégés. Madame, vous voyez l'excellence, on est en bonne voie, si vous voulez bien. Et c'est quoi vos objectifs immédiats aujourd'hui? Bon, l'objectif immédiat de nos jours aujourd'hui, c'est d'abord continuer la formation en dispensant des enseignements de qualité et l'assurance qualité. Faire la promotion des enseignants et du personnel administratif, continuer l'excellence dans nos universités en tant que telles, assurer la cohésion sociale au niveau des acteurs. Cette cohésion sociale passe par le management collégial et démocratique, fondé sur la participation, la motivation, la transparence, la responsabilité. Ce qui fait qu'à l'UFR des sciences économiques, nous travaillons samedi, dimanche et les jours fériés pour respecter nos programmes. Quel est l'avenir des nouveaux diplômés et aussi le sort réservé aux travaux qui ont été mis à votre disposition? Je pourrais vous dire, madame, que l'avenir des nouveaux diplômés est promoteur. Parce que vous voyez déjà que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, qui investit énormément. Et bientôt, nous aurons 6 universités, dont déjà on a 4 universités sûres, et les 2 autres seront à Ma et à Bangourou. Donc, il y a la politique de recrutement, la Commission nationale de recrutement va se réunir, et les diplômés qui le souhaiteront seront recrutés. Et ça, j'en doute pas. Merci, professeur. Le message est bien passé. Je rappelle qu'on recevait ce dimanche le professeur Aboulaye Ouattara, doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour parler de la coopération des universités du Sud. Un mot de sport pour terminer avec le CHAN 2014. La Libye, sacrée championne d'Afrique des nations de football. La Libye a remporté samedi à Cape Town la 3e édition du championnat d'Afrique des nations en battant les Black Stars du Ghana 4-3
4 à 3. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.